Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les marques personnelles d'invités qui ont construit une autorité dans leur domaine d'expertise. Moi, c'est Mathieu, podcasteur la nuit et conseiller en réputation pour entrepreneurs et dirigeants la journée. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Pajot. Salut Nicolas. Salut Mathieu, merci pour ton invitation. Eh bien, merci de nous rejoindre au micro de Bonne Réputation. On se connaît pas, j'ai plein de questions à te poser et je pense que les invités alors ceux qui te connaissent déjà vont être curieux de comprendre l'envers du décor de Nicolas Pajot. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je fais une courte présentation que tu pourras peut-être compléter ensuite. Ouais. Tu es l'homme qui, en 4 ans, a fait économiser des millions d'euros à plus de 200 dirigeants d'entreprises. Ouais. Tu es fondateur de Stelka Conseil, qui est cabinet en gestion de patrimoine et expert en structuration de patrimoine global de dirigeants. Et voilà, pour moi, juste pour donner un peu le fil rouge de l'épisode, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a un parallèle à développer entre développer sa réputation et développer son patrimoine. Parce que pour moi, la réputation, c'est un actif intangible, mais que je vois comme un vrai levier de résilience et de souveraineté personnelle dans un monde qui commoditise le contenu, dans un monde qui, peut-être avec l'IA, nous dépossède de plus en plus de notre travail. La réputation, c'est quelque chose qui reste. Et j'aimerais revenir, si ça te va, sur comment toi, tu as travaillé ta réputation, construit ton autorité, construit une très belle audience aussi, sans compromis sur ton expertise, et en analysant, si possible, en tout cas, ça va être ma démarche, ta réputation avec une perspective patrimoniale. Ça te va, ça ? Ouais, très très cool. Je te complète rapidement la présentation. Il y a le Vas-y. cabinet que t'as très bien dit, et effectivement, le message sur on a fait économiser des millions d'euros, du coup à plus de 200 clients, dont beaucoup de dirigeants, ça va être 95%, pour ceux que je dis dirigeants essentiellement. En plus de ça, j'ai créé Plan P, je sais pas si tu l'as vu. Plan P, c'est un événement en ligne, c'est le plus gros événement en ligne en gestion de patrimoine, qui va parler d'éducation patrimoniale au sens large. Donc je pense que c'est bien, parce que je trouve que ça se regroupe bien aussi avec la continuité de l'audience, se bâtir aussi une autorité, on dirait, en plus, et une réputation en plus de tout ce qui est fait à côté. Et je suis conférencier aussi tous les ans dans divers événements autour de la gestion de patrimoine et de l'éducation, on va dire patrimoniale, financière, on met le mot qu'on veut dessus, au global. Pour répondre à ta question sur le volet, effectivement, développer son patrimoine, développer sa réputation, je pense qu'effectivement, il y a un parallèle assez fort. Il y en a un qui est plus tangible que l'autre. Comme tu l'as dit, la réputation, c'est un actif qui est pas forcément tangible. Je pense que c'est un actif qui est aussi difficilement valorisable, parce qu'on peut pas forcément le vendre. Alors, on peut vendre son image de marque, mais sa réputation en tant que telle, c'est pas quelque chose qu'on vend. Mais ça sert, c'est un gros levier, sa réputation, pour effectivement aller développer son activité professionnelle, notamment moi qui ai beaucoup de cibles de dirigeants. Ouais. Si tu as une mauvaise réputation, bah, il y a de grandes chances que pour le coup, ton entreprise, tu aies plus de mal en tout cas à trouver des clients. Si tu as une bonne réputation, à contrario, tu es un expert dans ton domaine, donc que ça soit tes confrères, des métiers annexes, on va dire, au métier que tu exerces, et mécaniquement des clients. Je dis pas que c'est plus simple, mais en tout cas, il y a une crédibilité, une confiance qui se crée, qui est plus forte dès le départ. Ouais. Pour revenir sur la tienne, moi, il y a une question que j'aime bien poser. Tu sais, ce podcast s'appelle Bonne Réputation, et justement, la réputation, c'est intangible. Et puis, on dit aussi que c'est ce que les gens disent de toi quand t'es pas dans la pièce, tu vois. Et je me demandais, toi, qui as quand même travaillé sur le sujet, qui communique beaucoup, on y reviendra, qui a une audience, je crois, 80 000 personnes sur LinkedIn. Enfin, voilà, et quand même beaucoup de travail, certainement sur des années. Quels sont les 3 mots que tu aimerais qu'on dise de toi, du coup, quand on prononce ton nom dans une pièce? Parce que c'est ça le cœur Ouais, d'une marque, même une marque d'entreprise, hein. C'est un travail sémantique, en fait. C'est quels mots sont associés à ton nom, tu vois. Et donc, et ça permettra peut-être de comprendre un peu plus qui tu es. je dirais, je dirais sain. C'est pas un mot qui ressort souvent dans le boulot, mais sain, c'est assez important. Authentique, dans le sens où dans mes posts, je suis exactement, enfin, sur les réseaux sociaux de manière générale, je suis exactement pareil que dans la vie de tous les jours. Et un troisième mot, je dirais, je t'ai dit sain, authentique. Euh, je dirais, je sais pas, parce que je sais qu'il y a pas mal de mots qui sont dits quand je suis pas là.
Bon, C'est vrai? ouais, ouais, il y en a pas mal. Donc le troisième, j'ai pas de troisième à te donner qui me vienne. Je vais y Ok. réfléchir pendant l'épisode. Ouais. On a un troisième, mais non. En fait, tout ce qui touche, tu vois, à l'expertise en tant que telle, je dirais que c'est pas forcément des mots donc j'ai envie qu'ils ressortent parce qu'ils ressortent déjà aujourd'hui au travers de, je pense, ce que je véhicule par rapport à mes fiches. La Ouais. confiance, pareil, la sympathie. Je sais que les gens, quand je les ai en rendez-vous, c'est ce qu'ils me disent. En fait, vous donnez confiance par ce que vous dégagez, la pédagogie, la photo de profil, tout ça. Donc confiance, sympathie, c'est un truc que j'ai, ce que je pense, en tout cas que j'ai pas forcément entendu, c'est sain authentique, mais c'est pas forcément des choses qu'on va, enfin, dont on a l'habitude de parler dans le monde professionnel. Et puis après, c'est aussi vivant tout ça, et tu as fait un super travail sur l'expertise, et moi je trouve que ça c'est remarquable, et je voudrais te poser des questions là-dessus avec tes fiches, etc. Mais après, on est tous en chemin, et puis parfois il y a des petits gaps et des éléments à corriger. Ça peut prendre vachement de temps hein, à faire ressortir un autre côté de la personnalité sur une réputation. Moi, j'observe toujours il y a forcément, si on parle vraiment de personal branding pur, un truc qui marche, c'est quand même de montrer du vrai, mais on montre toujours que 1% de qui on est. Et il vaut mieux choisir un bon 1% lié à l'expertise. Mais on est tous beaucoup plus complexes que l'image en ligne. Et donc, toi, tu as réussi quelque chose de remarquable, c'est de fédérer une audience autour d'un sujet d'expertise et en donnant des contenus ultra experts. Et ça, c'est déjà remarquable. Et donc, peut-être que d'un côté, tu as mis tellement le focus là-dessus que c'est normal et c'est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent, hein, qu'on peut pas tout faire en même temps. Tu peux pas, oui, t'as pas raconté ta vie. En tout cas, en parcourant ton LinkedIn, j'ai pas vu beaucoup de photos de Nicolas Non. Pajot en vacances ou Nicolas Pajot qui fait un trail le dimanche ou voilà, ou je sais pas ce que tu fais dans la vie. Et quelque part, c'est peut-être pour ça que tu as réussi à avoir 80 000 personnes qui te suivent pour des fiches expertes, quoi. Ouais, bah disons que tu as eu un parallèle qui était facile à faire. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire. Je suis pas expert dans ce domaine, hein, en toute objectivité. Moi, j'ai fait beaucoup de fiches, ça oui. J'ai eu quelques posts où j'ai parlé, enfin, où tu vois des photos de moi. C'est souvent quand Ouais. je suis en vacances, quand je reviens de vacances. En gros, c'est un peu ce qui veut pas faire une fiche sur le fait que je parte en vacances ou autre. Ça, et c'est comment dire, tu vois là, il y a un petit garçon que je sponsorise dans le karting. Euh, qui a besoin de financer sa saison karting dans le karting pro. Bon, ben, tu vois, là, j'ai pu le rencontrer, j'ai fait une photo avec lui. Voilà, l'idée, c'est d'en parler un petit peu, le mettre aussi en avant. Et si, pour le coup, d'autres dirigeants peuvent se dire la même chose que moi, bon, mais, pourquoi pas aller voir ce petit Gabin, voir qu'est-ce qu'il fait, machin, et pourquoi pas le financer la saison prochaine, je trouve ça cool. Après, effectivement, tant de parler de soi sur un réseau professionnel, on va dire dans sa vie perso, je trouve qu'il y a ça peut vite être compliqué. On peut en parler un peu, mais en parler régulièrement et bâtir une image de marque là-dessus, je trouve que c'est dur. Après, peut-être que je me trompe, hein, tu vois, mais Je pense que ça, c'est bien d'avoir ton ressenti là-dessus. Je pense que ça va dépendre pas mal de ses objectifs, de son business et puis du réseau. Moi, avec 4 ans de recul sur vraiment le personal branding à observer pas mal les choses, je pense que en fait, il y a pour un influenceur, il y a vraiment une bataille. Il y a 3 batailles, tu vois. Pour un influenceur, il y a vraiment une bataille identitaire à mener et bon, sa place va être plutôt sur, on va dire sur Instagram. Et donc, bah, bien sûr qu'il va vendre à fond son lifestyle et faire des partenariats avec des marques. Et donc, lui, il faut qu'il raconte sa vie, tu vois. Il est à ouais, fond dans l'identitaire. Un infopreneur, quelqu'un qui vend de la formation à fond, bah, il est dans une bataille quand même un peu identitaire, mais en plus, il ajoute une bataille économique où il va falloir qu'ils vendent, qu'ils fassent. Et eux, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu vois, le marché se structure et que les bons, ceux qui durent dans le temps, ils ont monté des grosses chaînes YouTube où quand même ils ont des vidéos de pédagogie quali, etc. Et ils durent parce que c'est hyper dur de. En fait, vendre de la formation, c'est hyper dur de durer dans le temps, surtout avec l'IA où tout bouge tous les 6 mois. Donc, ouais. si t'as pas une grosse audience installée quelque part avec de la pédagogie, c'est compliqué. Et YouTube, c'est le bon endroit. Et ensuite, bah, tu as les dirigeants. Et je pense que tu fais partie de cette catégorie qui doivent intégrer une bataille quand même un peu identitaire, qui tu es, pourquoi tu le fais. Une bataille ensuite bah, économique. À un moment, tu parles aussi de ce que tu fais et comment tu. Et puis une bataille un peu culturelle. Pour moi, c'est la bataille des dirigeants. C'est ton métier. Avec quelle vision tu le fais? Peut-être que tu le fais avec une vision
pédagogie. Peut-être que tu développes, j'en suis sûr même, tu développes une thèse autour de pourquoi il faut s'occuper de son patrimoine, de quelle manière faut le faire, pourquoi il faudrait le rendre accessible à plus de monde. Et donc ça, c'est LinkedIn, c'est un bon terrain de jeu pour ça, je trouve aujourd'hui pour les dirigeants, pour développer une thèse culturelle souvent, enfin en tout cas une thèse qui dépasse un peu, leur boîte. Et pour ça, ils doivent pas se perdre dans la bataille identitaire, ils doivent pas se perdre dans la bataille économique, ils doivent aller un peu plus loin, tu vois. Ceux qui arrivent, j'ai l'impression, c'est ceux qui franchissent ces paliers-là. Il faut être sur tous les fronts. Quand tu es dirigeant, tu es obligé d'être sur tous les fronts. Tu as ton entreprise, tu as effectivement ta captation, on va dire, de clients. Tu vas avoir la réputation que tu vas te forger, l'expertise que tu vas te forger sur la place publique, auprès de tes pairs, un peu. Et ben, l'image après que tu vas renvoyer par rapport à l'image de ton métier. Tu vois, moi je sais que par exemple par rapport à l'image de mon métier, on a ce truc de se dire bon ben le CGP c'est un peu austère, c'est le costard cravate, c'est ouais, le costard cravate mal taillé, le gars un peu vieux, tu vois. Qui a en starter park, il a pas mal d'encours, il va avoir sa Porsche, son machin, son truc, alors que c'est pas du tout la Ouais. réalité. Tu vois. Le CGP, enfin en tout cas moi quand tu me vois, je m'habille extrêmement large, je veux pas de costard cravate, je suis en basket toute la journée. Alors oui j'aime les belles choses, tu vois, mais pour autant quand je vais dans des réunions, même de CGP, tu te dis wow c'est qui lui? Ça fait Ben tâche. ouais, ouais, Mais j'ai vu que ouais, en termes vestimentaires et même dans tes posts, tu vois, là, j'ai sous les yeux aussi ton LinkedIn, t'es dans le tutoiement, etc. Ça, c'est un choix délibéré dans un univers un peu coincé de te ouais, positionner comme ça, au risque peut-être d'en perdre quelques-uns. ouais, c'était un choix dès le départ. D'ailleurs on en avait parlé avec mon associé au cabinet, lui il est plutôt pro vouvoiement. Et moi, je plutôt tutoiement dans le sens où, en fait, on est sur les réseaux sociaux, on se connaît pas forcément, mais le tu est quand même beaucoup plus. Je trouve que le tu casse une barrière de froideur, de ouais, je suis un peu au-dessus de toi, machin, machin, alors que c'est pas du tout une réalité. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que je trouve dans la pédagogie, encore une fois, euh, je trouve qu'il y a une proximité qui se crée davantage avec du tutoiement que du vouvoiement. Je suis pas Ouais. professeur, je suis pas meilleur que toi, je suis juste un domaine où ben, moi j'ai envie d'en parler. Très certainement que si tu me parlais de ton domaine d'expertise, ce serait pareil. Et je veux pas qu'il y ait une barrière en se disant, waouh, lui, il est vraiment au-dessus de moi, je me sens pas forcément bien avec ça. C'est un choix. Il y en a que ça plaît, il y en a que ça plaît pas. Mais en tout cas, oui, dans la profession, c'est quand même assez rare. Ok. Et petite question diagnostic. Maintenant, on rentre un peu dans le vif du sujet. Tu vois, quand un dirigeant arrive chez toi avec un patrimoine de 3 millions, mais mal géré, mal foutu, toi, tu vas le cartographier, tu vas dire qu'est-ce qui est productif, qu'est-ce qui dort, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'il va falloir réallouer au bon endroit. Si tu fais le même exercice sur ta propre réputation aujourd'hui, ce qui va nous permettre de comprendre un peu tes réseaux et tes canaux, hein. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qui est productif, qu'est-ce qui dort, qu'est-ce qui est mal alloué, tu vois, on en est où en termes Alors, d'audience, de canaux, de ce qui ce qui est, rapporte. ce qui est productif mécaniquement, c'est LinkedIn. Parce que LinkedIn, bon, ben, c'est Ouais, mon site vitrine, ce que j'appelle ça comme ça, moi. En gros, où ben, il y a l'expertise, il y a les clients du cabinet, il y a de la visibilité avec d'autres professionnels qui m'envoient du boulot. Il y a aussi ben, mécaniquement tout ce qui est collab d'influence dans mon domaine d'activité. Donc ça, c'est productif d'actifs, on va dire ça. Et après, il y a d'autres canaux, par exemple LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook. Facebook, bon, je suis quasiment pas. J'ai mon truc perso comme tout le monde parce que c'était notre génération. Euh, ouais, TikTok, moi, j'y suis pas. J'en ai créé un enfin, à titre perso, j'en ai créé un pour Plamper. Enfin, Plamper, donc mon événement, parce que tu sais, on a fait 52 heures de live, donc on a plus de 2000 réels. Donc ok, j'ai de quoi. Donc je poste là-dessus pour essayer de créer une audience plan P différente de celle de Nicolas Pajot, Stelka ouais, Conseil. Mais c'est des réseaux que je connais pas. Je connais pas les algorithmes, je connais pas comment ça fonctionne, donc je découvre un peu. J'ai un peu un manque de temps là-dessus, donc je dirais que j'essaye des choses, on va dire, par rapport à ça, mais c'est pas productif, en tout cas pas aujourd'hui. TikTok et Insta. Là, Ouais. tu parles de TikTok, Insta et Ouais. Et après Instagram, bon, TikTok et Instagram sur le plan P, c'est la même chose que ce que je viens de te dire. Et après, il y a mon Instagram perso où je me pose la question, où justement pour faire des choses un peu plus lifestyle, parce que je suis dans une agence d'influence à Toulouse. ok, Euh,
sur mon volet LinkedIn, mais j'aimerais bien développer ce côté Instagram et un peu plus lifestyle parce que C'est c'est eux un qui gèrent? Juste, ça m'intéresse, ça peut intéresser les gens. Quand tu dis je suis dans une agence d'influence à Toulouse, ça veut dire que tu as une agence qui gère, c'est-à-dire qui va te placer avec des marques ou des partenaires potentiels? qui me propose effectivement des collabs avec des partenaires qui ont besoin de campagnes d'influence. Ça veut pas dire que tout passe par eux, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui, en tout cas sur LinkedIn dans mon domaine, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en direct. Ouais, Parce que, bon, ben, effectivement, tu es connu dans le truc parce que tu fais de la visibilité. Et du coup, l'agence d'influence me rapporte des nouvelles. Voilà, hmm. Ok, potentiellement. donc ça, c'est une manière, on en parlait au début, quand même, de monétiser un petit peu sa réputation, Ah, c'est-à-dire de attention, la hein, valoriser. De la bien sûr, valoriser. exactement. Et- Donc ça, et donc je te disais, ouais, le côté un peu plus lifestyle, c'est un truc que j'aimerais bien développer, mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez bouché aujourd'hui, dans le sens où il y a beaucoup de gens. ouais, Et je refuse, en tout cas aujourd'hui, que ça me prenne un temps considérable. ouais. Et tu as une newsletter aussi, hein, si je me Ouais, trompe pas, dans j'ai, les canaux ouais, c'est vrai. productifs ou... J'ai la newsletter. Alors j'en ai plusieurs. Aujourd'hui, j'en ai une. J'ai celle du cabinet où il y a un peu plus de 1000 abonnés, donc qui est payante en partie. Donc bah, celle-là, elle vit tranquillement au fil de l'eau. Donc c'est un actif, on va dire que c'est pas l'actif qui me rapporte le plus, mais c'est un autre canal, je trouve, de communication où on peut surtout aller sur des formats plus développés, Ouais, donc plus intéressants. Et ensuite, j'ai bah, la newsletter Plan P. Là, c'est un autre associé qui s'en occupe un ouais, peu et qui là effectivement est un actif aussi parce que réputationnel. Voilà. De la même ok. manière, Plan P a une belle image aujourd'hui, bah, de par ce qu'on véhicule, je pense dans nos business perso et sur les réseaux sociaux qu'on a à côté. Donc ça, pareil, c'est des collabs d'influence qu'on peut avoir sur Plan P. Ok, ouais, donc si je comprends bien, aujourd'hui, tu as 85 000 abonnés sur LinkedIn et c'est vraiment un peu la vitrine par laquelle passent forcément les gens qui viennent te voir. Soit ils te découvrent, soit quand ils checkent, ils ont entendu parler de toi, ils vont un moment passer par là et Ouais. te contacter. Tu as la vie physique avec les événements, plan P, etc. Et tu commences à travailler petit à petit les réseaux plus lifestyle, TikTok, Insta, et tu as aussi une newsletter qui vit, mais qui est pas qui est pas là où il y a le gros de ton audience, mais qui a un autre, qui fait certainement du SEO et qui permet de développer une audience captive. Moi, ce que Ouais. j'observe, et ce qui est intéressant et ce qui peut aussi rassurer les gens, c'est que personne ne peut être bon partout à la fois. Et donc, maintenant que tu as t'as bien installé sur LinkedIn, tu te poses la question d'autres canaux, quoi. Ouais, exactement. Tu as d'autres canaux. Mais tu vois, le parallèle entre LinkedIn, par exemple, et l'audience que je pourrais avoir sur Instagram et TikTok ou autre, je trouve que c'est pas la même qualité d'audience, en tout cas, Ouais, que sur LinkedIn. Et je me refuse un peu, en tout cas au niveau de tel cas conseil, de vouloir aller sur, par un canal, créer, tu vois, il y en a qui le font, hein, des infographies, des vidéos ouais, spécifiques, et tout, parce que c'est pas la même qualité de client. C'est pas la même typologie de clientèle aussi, et j'ai pas envie. Je préfère me concentrer sur bah, des dirigeants, des choses plus qualifiées sur LinkedIn, où j'estime que ça a beaucoup plus sa place. Voilà. ouais, ok. Parce que oui, il y a la notion de cible aussi et les dirigeants sont sur LinkedIn. Il y a quand même une question, moi, que je me pose en voyant le niveau d'expertise de tes fiches qui sont très pointues. Mais alors, ça répond peut-être à la question de c'est pas la bonne cible, c'est pourquoi pas YouTube, tu vois, avec des vidéos éducationnelles, éducatives, Je suis pas d'accord. pédagogiques, basées sur les fiches. Mais j'imagine que YouTube, bah, j'en parlais tout à l'heure, c'est plus infoprenariat et c'est peut-être une cible différente, c'est peut-être plus de la vente de formation, quoi. Alors, YouTube, j'ai pas forcément le temps, en tout cas pour le cabinet, mais tu vois, par exemple, là où on a été intelligent, je pense, c'est malin et ça a été une volonté, c'est que Plan P, l'événement qu'on a fait, tout a été en ligne. Mais on a enregistré mécaniquement toutes les vidéos, tous les passages, on en a fait des réels. Ce qui me permet plusieurs choses. D'avoir créé la chaîne Plan P. Du coup, là, on publie en fait tous les ateliers qu'on a eu au fur et à mesure dans l'année jusqu'au prochain Plan P qui sera en octobre. Et ces longues vidéos, on en a fait des réels qu'on est capable de diffuser sur TikTok et Instagram. Donc, mécaniquement, se créer une audience, Ouais, pas forcément au départ, au travers de Plan P, qui est pour moi une annexe en fait il y a le cabinet qui est toujours là, il y a l'influence média qui existe,
il y a Plan P en fait qui vient compléter le volet cabinet en termes d'expertise, de réputation là-dessus, qui a pas forcément vertu à m'apporter des clients au niveau du cabinet parce que c'est pas l'objectif en tout cas de ça, c'est plutôt de parler d'éducation avec d'autres gens et de pouvoir du coup alimenter d'autres canaux au travers du temps passé sur Plan P. Et après, tu as les conférences qui viennent se rajouter à ça. Et ça fait un mélange comme on a aujourd'hui. Et question risque, du coup, sur la partie, là, on a un peu fait le panorama de ton audience. Il y a quand même, du coup, un gros point fort sur LinkedIn, ce qui est très bien. Maintenant, ça peut être risqué. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà eu à gérer un bad buzz, un post qui tourne mal, et du coup, un peu un shitstorm, un shitstorm réputationnel? Alors, pour le coup, je pense que c'est ça aussi qui est bien avec LinkedIn, c'est que c'est enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est un réseau social où il y a quand même pas mal de bienveillance, je trouve. Ouais. Il y aura toujours des gens pas d'accord, mais il y en a quand même beaucoup moins que sur TikTok ou Instagram, où moi je le vois sur Plan P, par exemple, il y a des commentaires qui sont ni queue ni tête Ouais. là-dessus, que tu as pas sur LinkedIn. Donc en fait, j'ai pas eu ce problème encore, donc je touche du bois, on sait jamais, Ouais. pour que ça continue. Je pense que ça arrivera forcément un jour parce que on peut pas être nickel dans une carrière globalement. Il y aura peut-être un moment où je ferai une erreur, un truc, un machin. Et bon, c'est pas grave, ça fait partie, on reste des humains. Mais aujourd'hui, j'ai pas eu de mauvaise gestion, en tout cas, à voir avec ça. Ouais. Et question qui est liée, t'as fait le choix dès le début de, tu vois, c'est pas le choix que font, enfin, il y a plein de gens qui se posent la question. Toi, t'as fait le choix déjà de ton cabinet, il s'appelle pas le cabinet Pajot, tu vois, il est pas à ton nom. Et donc, à un moment donné, t'as séparé quand même tout de suite la marque de ton cabinet, ta marque personnelle, et t'as choisi d'investir sur ta marque personnelle. Et pourquoi t'as fait ce choix au début? Tu vois, souvent au début, on est dans le noir, on se dit, est-ce que je poste avec le compte de ma boîte? Enfin, tu vois, pourquoi et comment t'as fait ce choix? Alors déjà, sur le nom du cabinet, petite anecdote, hein, bon, vu que j'ai un associé, si tu veux, je me voyais pas l'appeler cabinet Ouais, Pajot, ou cabinet Fazio Pajot, tu vois, c'est pas ouf. Et en fait, le, le Stelka, en fait, c'est des syllabes, moi de mon ex-femme et Simon de sa femme actuelle, qui ont donné Stelka. Voilà. Et donc on s'est dit, ah, Stelka, ça sonne bien, ça fait Castel en gros en verlan. Donc ok. c'était le mot Bon, qui était un peu pas mal. Et conseil parce qu'on voulait pas mettre le mot patrimoine ou finance ou investissement ou autre parce que c'est trop généraliste et c'est pas ce qui nous correspond. Et donc conseil parce que c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui au niveau du cabinet. Et ensuite, pourquoi avoir publié sur ma page personnelle LinkedIn plutôt que la page du cabinet? Pour une raison assez simple. Enfin, il y en a deux, je pense. Il y a la première qui est très factuelle. L'algorithme punit beaucoup plus mm, les pages d'entreprise que les pages personnelles. Donc déjà, rien que ça, plus compliqué. Et je pense que dans la communication, dans le monde professionnel, on a besoin de se rattacher à un humain et à une image humaine plutôt qu'à une entreprise en tant que telle où tu sais pas à qui tu parles. ouais. Moi, perso, tu vois, les communications d'entreprise, c'est cool, mais j'aime bien savoir à qui je parle, j'aime bien savoir qui c'est qu'il y a derrière, j'aime bien voir physiquement la personne à quoi elle ressemble, peut-être sa manière de parler, etc., etc. Et cetera. Et je trouve que c'est Ouais. des choses qui sont importantes aujourd'hui. Parce que les clients aujourd'hui achètent pas forcément Stelka Conseil. Alors, ils achètent Stelka Conseil sur la partie peut-être compétences, expertise, bienveillance, etc. Ok. Et méthodologie. Mais finalement, le point d'entrée de ça, c'est Nicolas Pajot et c'est ce qu'il véhicule. C'est l'image entre guillemets, de marque que véhicule Nicolas Pajot, l'autorité de marché, sa réputation, qui font que les gens ont envie de venir dans le cabinet parce que le cabinet est lui aussi compétent. Mais on crée une forme de connexion émotionnelle au départ, en fait. Et comment tu gères le fait que, enfin, vous êtes d'accord avec le fait que aujourd'hui, du coup, il y a une dépendance? Est-ce que ça, c'est un sujet pour toi, en fait, parce que c'est un sujet, je sais aussi pour pas mal de dirigeants, de limiter la dépendance entre ton nom et celui du cabinet? Ou est-ce que c'est accepté que de toute manière, voilà, t'es le fondateur, cofondateur, il y a une dépendance, c'est comme ça, quoi. Je vais te dire un truc, quoi qu'il arrive, que tu sois sur les réseaux sociaux, que tu sois sur, pour le coup, le physique, en tant que tel,
Les gens, ils t'achètent. Ils achètent pas ton cabinet, ils achètent pas ton entreprise. Les gens t'achètent à toi, au départ. Donc, même si, là où c'est problématique, c'est si effectivement, tu as cabinet Pajot, donc le nom, c'est bien Pajot, c'est raffilié à toi au niveau de l'activité, le réseau, etc. Donc, à vendre, si demain tu devais vendre, c'est compliqué. Ouais, Euh, Quand c'est un nom spécifique, tu as toujours une passation qui est faite pendant 12 mois, 24 mois, 18 mois, peu importe. Et donc, c'est finalement ouvrir ton réseau aux dirigeants repreneurs derrière et faire la passation dans ce sens-là. Ce qui est plus simple à faire que changer de nom, où là, en fait, tu as l'impression de changer complètement d'identité. ouais. Ouais, mais là, malgré tout, même s'il n'y a pas ce truc, tu as raison de changer le nom du cabinet parce qu'il est déjà dissocié de ton identité, tu pourrais faire, mettons que tu vends à un gros groupe, voilà, un bel exit et que tu te fais la passation. Eux, même en 2 ans, tu vas avoir du mal à leur passer le savoir-faire derrière ta réputation. Parce que demain, tu t'arrêtes de faire des posts LinkedIn. Ce que je comprends, c'est que forcément, il y a moins de rentrées au cabinet. Et donc Alors, plus c'était maintenant. d'un point de vue du personal branding, tu vois, que je me posais aussi la question. Alors, plus maintenant. Aujourd'hui, en fait, ça fait, en gros, demain, ça fera pile poil 3 ans que j'ai publié ma première fiche. Ok, Voilà. ok. Bon Euh, anniversaire. et plus maintenant, dans le sens où moi, j'ai grossi vite sur LinkedIn. J'ai été l'un des premiers. Aujourd'hui, je suis, je crois, le deuxième plus gros en France. Il y a Joachim Savini qui a une communauté encore un peu plus grosse que la mienne et qui publie Ouais, depuis 7, 8, 9 ans. Enfin, c'est depuis très, très, très ouais, longtemps. d'accord. Euh, et après, il y a moi. Et en fait, moi, ça s'est fait vite et dans une thématique où les gens n'y vont pas trop aujourd'hui, enfin, n'y allaient pas en tout cas. Ouais, Euh, aujourd'hui, il y a du monde, hein. voilà. Le conseil honoraire et la gestion de patrimoine au sens large. Et aujourd'hui, je suis un peu pionnier de ça et les gens le savent. Donc, si tu veux, même les professionnels, j'ai beaucoup d'avocats, de notaires, d'experts comptables qui m'envoient, même de confrères, d'autres CGP, qui m'envoient des dossiers soit qu'ils n'arrivent pas à traiter, soit qu'ils veulent pas traiter, soit où il y a une complexité, une subtilité qu'ils n'ont pas forcément. Et donc aujourd'hui, que je poste ou que je poste pas, j'ai quand même des Ouais, relations, je tiens des relations si tu veux, avec ces gens-là qui sont prescripteurs de boulot, hein. En plus des gens, des dirigeants qui viennent me voir. J'ai des dirigeants, tu vois, qui viennent me voir. Euh, bon, parce que je poste, oui, évidemment. Tu vois, tout le mois d'août, en général, je fais aucun poste. Donc, pendant un mois. ouais, Pour autant, j'ai encore des prises de rendez-vous. J'ai des gens qui veulent qu'on travaille ensemble parce que j'ai un historique, finalement, là-dessus qui est assez important. Et beaucoup de gens parlent entre guillemets de moi, enfin, en tout cas me mentionnent dans des posts au travers de ce que je fais à côté. Donc il y a quand même hmm, un truc où tu as le cas conseil Nicolas Pajot qui est là et qui rapporte des clients sans même que j'ai besoin forcément de poster. Poster ouais, pour au début c'était vraiment un canal d'acquisition, une visibilité, une vitrine. Aujourd'hui c'est vraiment continuer à éduquer les gens sur des sujets qui sont complexes, pas faciles à comprendre, sur lesquels beaucoup de gens publient mais peu de gens comprennent le fin fond. Pas de prise de position. Tu vois, moi, je suis pas clivant dans mes posts. ouais, J'essaie vraiment d'expliquer un truc sans prise de position parce que je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien d'alerter les gens, ça sert à rien de les alarmer. Moi, les posts où oui, t'as raté ta vie si t'as fait ça, ou si tu te rémunères de telle manière, je vais te faire économiser 100 000 euros sur 10 ans. Enfin, ce qui sert à rien, je trouve. C'est juste pour capter l'attention. Donc oui, il en faut, mais en tout cas, c'est pas ma DA et c'est pas on va dire mon cheval de bataille. Moi, c'est vraiment la pédagogie, conserver cet arbre de pédagogie en disant, ben voilà, Nicolas Pajot, il parle, il rend des sujets compliqués simples. Il est là pour les expliquer, il est là pour en parler. Si on veut bosser avec lui, on peut, et c'est cool. Si on veut pas, on prend les infos et c'est cool aussi. Et au moins, ça m'a permis d'ouvrir mon prisme, peut-être de me faire mieux accompagner, d'avoir une idée aussi différente, de me dire, ah, ça c'est possible, ça existe, ok, je savais pas. Voilà. C'est vraiment ça. ouais. Et quand même en 3 ans, du coup, enfin 3 ans c'est long et c'est rapide aussi pour monter une audience sur un sujet d'expertise à 85 000 abonnés, surtout sur LinkedIn ou enfin voilà, 85 000 abonnés sur TikTok, ça peut se faire rapidement, mais c'est pas la même qualité derrière Ouais. d'abonnés, je confirme. C'est plus dur en gros et un abonné vaut plus cher et j'en suis je mets ma main à couper là-dessus qu'un abonné vaut plus cher sur LinkedIn aujourd'hui que sur TikTok. Ouais, mais Du moi, c'est coup, ce que je ouais, dis quand pardon. t'as 85 000 abonnés et tout.
Il dit ouais, c'est pas forcément énorme par rapport à TikTok, Instagram. Je dis ouais, mais en fait, un 85 000 abonnés sur LinkedIn, ça vaut peut-être un 500, 600 000 abonnés sur Instagram, TikTok, c'est sûr. Ouais, Entre c'est les deux. clair, c'est clair. Ah, mais clairement, pour être un peu, pour avoir testé un peu TikTok, Insta, c'est clairement, voire même plus. Mais du coup, qu'est-ce que ça te coûte à toi? Parce qu'en 3 ans, quand même, il y a un bel effort. Combien ça te coûte à toi? Et quand je parle de coût, je parle d'investissement surtout, en temps, en rythme, en moyens, tu vois, que les gens se rendent compte un peu de comment, enfin, au-delà d'avoir le talent, et ça, loin de moi l'idée de te l'enlever, il y a le facteur talent et tout, il y a comme le facteur travail, investissement, comment ça marche? Alors, déjà, je vais te répondre à un truc où beaucoup de gens se disent c'est pas possible. Tout est fait à la main. Donc, tous mes posts, toutes mes fiches sont Tes faites. fiches? Ah, c'était une question que j'avais ensuite. Ok. Les textes, c'est moi. Alors, c'est moi qui fais tout. Je crée les Tes fiches. fiches aussi. Ouais, je crée les fiches en partant de zéro. Quand je dis que je les crée, c'est-à-dire que bloc par bloc, image par image, texte, phrase par phrase, mot par mot, tout est créé de A à Z en partant d'une feuille blanche. D'accord? Les textes, pareil. Je ne paye pas quelqu'un qui me le fait. Il n'y a pas d'agence de com derrière. Il n'y a pas un copywriter derrière. Il n'y a pas C'est un toi qui créateur. fais tes fiches, quoi. Il y a, Et les posts qui les accompagnent. ouais, il y a personne qui m'a fait de template non plus. Donc, je suis parti de zéro. J'ai fait des tests. Tu vois, quand tu vois le, le graphisme de mes premières fiches versus le graphisme d'aujourd'hui, tu vois, il y a une évolution quand même qui a été faite. Et donc voilà, ça déjà c'est le premier point. Donc effectivement, ça prend du temps. Créer une fiche, créer un post en fonction, tu vois, au début ça me prenait peut-être 2 heures, 2 heures et demie par fiche, par post, en gros. Ouais. Aujourd'hui c'est forcément moins long parce que j'ai du coup déjà plus la main. Tu vois, j'ai créé, je crois que je les ai comptés la dernière fois, plus de 350 fiches de mémoire. Ouais. Donc, Je suis sûr, tes premières, là, elles étaient déjà balèzes, hein, tes premières, avec le ouais, petit aspect crayonné, tu vois. ouais, exactement. Donc ça. Et aujourd'hui, Je donc vous ça me... invite, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, juste à aller voir sur le profil tout simplement de Nicolas Pajot. Vous allez rapidement tomber sur ses posts, sur ses fiches. Quand il parle de fiches, il parle de visuels qui accompagnent ses posts, qui sont des infographies extrêmement détaillées avec des petites images miniatures, des flèches, des numéros, des mots, où à chaque fois, il répond à une question, à une macro-question. Et ça passe par une infographie où tout tient en une seule fiche. C'est pas des carousels, des trucs avec 15 pages. Tout tient en une seule fiche. Donc et en plus, il y a un aspect très sympa, crayonné, toujours la même identité visuelle. Ouais, je me permettais pour ceux qui ont pas ça sous les yeux. Non, mais t'as bien fait, c'est cool. Et aujourd'hui, ça me prend moins de temps parce que j'ai plus l'habitude, du coup. J'ai pris un peu les marques aussi sur ce que j'utilise pour le faire, mais ça prend quand même du temps. Et après, en fait, l'investissement qu'il y a eu, ben, c'est le temps de création. Donc, c'est des centaines d'heures, voire même des milliers d'heures à passer à créer des fiches, travailler des sujets, des textes, etc. Et à côté de ça, un autre sujet qui est un investissement de temps, c'est les poster. Les poster, en fait, Ouais. c'est 2 jours à 8 heures. Tu postes tous les jours? Juste question régularité. Combien de posts par semaine? Du lundi au vendredi, tous les jours, là-dessus en semaine. Parfois, il y a quelques posts qui se rajoutent le fait de journée vers 18 heures. En général, je le fais. Et Ah parfois, ouais, donc tu es quand même au moins à 5 posts par semaine. Enfin, tu vois. minimum, c'est 5 par semaine. Et ça peut monter, tu vois. Je peux en faire de temps en temps. J'en ai eu fait le week-end. J'en ai eu fait, je fais des tests de format, des trucs. Des fois, tu avais beaucoup de trucs à dire. Donc, bon, ben, tu débordes sur le week-end. Mais 5 par semaine, c'est le minimum. Voilà. C'est les postes, ils partent à 8 heures ou 7h45. Vu que j'ai mon fils en garde alternée parce que je suis divorcé. C'est la gestion de l'école. Ouais, mais non, mais c'est sport, c'est sport. C'est 7h45. Attends, tu le fais et tu l'amènes à l'école Ouais, juste exact- après, c'est ça? exactement. Et en fait, si tu veux, pourquoi cette heure-ci? Bah, parce que c'est mon heure et c'était une heure où c'est une heure où il y a quand même des gens qui sont connectés là-dessus, donc c'est cool. C'est aussi, bah, depuis, ça fait 3 ans que je fais ça à cette heure-ci. Et puis, bon, ben, en fait, quand tu postes à 8 heures, tu as tout un démarrage avant, à 7h, Ouais. 7h45, 7h30, où tu vas aller sur un LinkedIn, tu vas montrer que tu es actif à l'algorithme, tu vas aller commenter des posts, publier, voir ce qu'ont fait un peu les copains, les confrères. Euh,
pour finalement montrer que tu es actif un peu sur le sujet. Après, tu vas répondre aux messages que tu reçois. Parce que moi, je Tu reçois le fais beaucoup. toujours ça? Avec 85 000 abonnés, tu fais toujours le truc où tu vas un peu donner de la force aux autres, tu vas commenter d'autres comptes, etc. Toujours. Et tu réponds à tes commentaires sous tes posts. Enfin, tu vois, il y a un moment, il y a trop de volume. Tu t'es fixé, enfin, tu peux passer 2 heures par jour à répondre aux commentaires, quoi. Ah ouais, ouais, mais je réponds à 100% de mes commentaires. Pareil, tous les commentaires que je fais, il y en a qui me disent, notamment, je pense à une personne qui m'a dit, ouais, tout ce que tu fais, c'est lié et tout, alors pas du tout. Je commente 100% de mes commentaires et 100% des commentaires que je fais aux autres, c'est pas une IA, c'est moi qui l'ai fait. Donc je prends le temps de le Et tu faire. réponds à tout le monde sous tes posts, tous les Je, jours. je réponds à tout le monde sous mes posts et de la même manière, je réponds à tout le monde en message privé. Alors il y Waouh. a des périodes où je suis un peu plus réactif que d'autres, ça dépend. Mais c'est un truc que je m'impose pour la simple et bonne raison que, encore une fois, en termes d'image et de réputation, je veux conserver le fait que je sois quelqu'un d'accessible. C'est pas parce que j'ai une grosse communauté ou j'ai un cabinet qui fonctionne aussi ou là ou machin que en fait je dois garder cette image de ouais, en fait je suis plus dispo, je réponds pas. Ah ouais, mais alors là, j'ai un challenge pour toi, Nicolas. Je te souhaite d'encore, enfin, d'encore poursuivre ce chemin. Et puis, en plus, avec les effets cumulés, ça peut aller très vite. Mais le jour où tu as 500 000 abonnés et 600 commentaires par jour, tu vois, comment tu fais pour l'accessibilité à sa limite, tu vois? Bah, en fait, tant que je peux le gérer, je m'en occuperai. Ouais, Tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux associés sur lesquels je peux compter. Euh, Aujourd'hui, je fais plus d'opérationnel, donc c'est-à-dire rédiger un audit patrimonial, je le fais plus. J'ai pas le ouais, temps. ok. Parce que je me consacre à ça et je pense que c'est important de se consacrer à ça en termes d'image, de réputation. Par contre, tu vois, ben, j'ai toujours la réflexion au niveau des stratégies avec mes associés, je suis toujours dans les Hmm. rendez-vous avec mes clients. Voilà, c'est des choses que je fais au niveau du cabinet. En plus de tâches administratives qui n'ont rien à voir avec tout ça, tu vois, la compta, un peu le volet réglementaire, tout ça. Et tu vois, j'ai encore du temps. La compta, je pourrais très bien me le dégager en prenant, par exemple, une assistante au niveau du cabinet global qui va gérer peut-être un peu plus de réglementaire, un peu la comptabilité, un peu le suivi de la facturation. Tout ça, c'est quelque chose qui se modifie aujourd'hui, par exemple. Ok, ok. Et ouais, donc si on fait le calcul, je te challengeais exprès parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question de la partie, et moi aussi, hein, je me la pose. Il y a quand même 2 temps. Les réseaux, enfin, nous, on voit que sur les réseaux que tu fais des super infographies et des beaux posts. En fait, il y a un temps de création. Et là, Ouais, si on fait le calcul, tu nous dis, bah, un super post avec une infographie, c'est 2 heures. Donc, en ouais, fait, x5, s'il y en a 5 dans la semaine, il y a déjà 10 heures de création. Et puis ensuite, il y a le temps de distribution. Moi, c'est ça qui me rend fou sur les réseaux, c'est le fait d'être sur les réseaux, de répondre à des commentaires où tu sais, en plus, j'ai l'impression que ça me vide mon réservoir de dopamine et que quelque part, presque plus ça marche, plus bah, si tu es à 7 heures du mat, que ça marche bien, tu vas y revenir pendant la journée. En fait, ça aspire beaucoup d'énergie, en tout cas personnellement, je trouve. Et ça, c'est pas la même énergie que celle de la distribution et de l'interaction que celle de la ouais. création qui, moi, m'en donne. Et donc, si on additionne 10 heures de création par semaine et si tu y es 1 heure chaque matin, en fait, c'est du temps et c'est important de le dire aussi pour ceux qui nous écoutent, quoi. C'est énormément de temps, c'est beaucoup d'investissement, ben, tu vois, moi, les moments, par exemple, je fais ce parallèle-là, avec mon fils quand je l'ai une semaine sur deux. Mais c'est des moments où, ben, en fait, oui, je me lève un peu plus tôt le matin pour faire les trucs. Je finis plus tard le soir, plus tôt le soir pour aller le chercher et passer du temps. Et les semaines où je l'ai pas, ben, tu vois, je fais en général des journées de 12 heures, à peu près, ça, mon Ouais, journée aujourd'hui, ben, pour rattraper en fait le temps de la semaine passée où du coup j'ai fini un peu plus tôt parce que je veux pas non plus passer à côté de la parentalité, en tout cas côté homme pour moi, avec mon fils, qui est hyper important, en tout cas à mes yeux. Il a des parents qui sont bah, séparés. Tu vois, il a 4 ans et demi, donc en termes de gestion émotionnelle, ça peut être difficile. Euh, ouais, pour lui, c'est ok. Mais j'ai aussi envie de le voir grandir, j'ai aussi envie de le partager. Et je veux pas qu'il ait l'image de dire putain, papa, en fait, à part bosser, il a rien fait, quoi. ouais. Et Et en tant que, enfin, moi, dans ma génération, par exemple, je sais pas quel âge t'as, hein, mais moi, j'ai 33, lui, il en a 34. je suis de 89, je vais avoir 37 cette année. Putain, je fais vieux, là. À l'âge de mon grand frère. Euh, et en fait, j'ai pas envie de me dire, ben, comme moi, je me suis dit avec mon grand frère, en fait, notre père, oui, c'est cool, mais pour moi, il bossait. Ouais,
et c'est à peu près ce que je me souviens, tu vois. J'ai quelques souvenirs, hein, mais globalement, si tu me parles de mon père, je dis oui, il bossait quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, je comprends, ça, c'est des. Bah, alors, je suis papa aussi d'une petite fille et, et c'est un sujet. Tu vois, c'est par exemple pour ça que le matin, quand je l'amène à la crèche, moi, j'arrive pas. Bah, je me programme mon poste à 8h45 et tant pis. Normalement, j'aime bien 7h45 aussi. Mais en fait, je suis en train de la faire déjeuner, elle est pas encore autonome. Et donc, tu vois, j'ai adapté mon planning. J'ai adapté Ouais. mon planning à ça. Et c'est clairement elle qui a changé un peu mon planning parce que un jour, peut-être qu'elle déjeunera toute seule et je pourrais remettre un poste à 7h45. Mais clairement, j'ai changé l'horaire. Et c'est important. Mais c'est hyper important parce que tu les vois pas grandir et ça grandit très vite et c'est des âges de construction, donc c'est des âges où ils vont répéter un peu ce que tu vas faire et comment tu vas être avec eux aujourd'hui va conditionner comment ils seront eux demain par rapport à ce qu'ils vont Et, voir, par rapport à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire. Donc c'est hyper important. et alors, question, on était un peu sur le perso, hein, c'était d'accord de partager, mais du coup, comment tu fais pour gérer euh, t'es papa, tu gardes ton fils, il y a le poste qui est un enjeu hyper important de taf et de réputation le matin. Tu fais comment tu le gères quand même à côté, tu lui expliques, parce que ça peut être un sujet aussi pour les gens qui dirigent des entreprises qui ont, une fois qu'ils sont au bureau, ils n'ont pas le temps, ils ont des réunions dans tous les sens. Bah, le poste, c'est le matin. Comment tu gères avec les enfants, quoi? Tout le monde a une vie parfois de famille, une conjointe, un enfant. Tu vois, Ouais. tu fais comment? Ben, je m'adapte. Alors moi j'ai un petit garçon, alors, comme tout parent dirait, qui fait peut-être en avance, j'en sais rien. En tout cas, il a beaucoup de vocabulaire, il comprend beaucoup de choses à Ouais, son âge, donc c'est quand même un plus. Il a toujours été pas autonome, mais il a toujours, en tout cas, une faculté à faire des choses seul et à se débrouiller tout seul sur des trucs. Alors, je dis pas qu'il est tout seul, mais tu vois, moi, c'est timé. Le matin, je me réveille, je pars vers 7 heures, je pars, je prends ma douche, je m'habille, je prépare notre petit déj à tous les deux. Là, en général, mon fils se lève. Donc on se lève, le câlin, le machin, t'as bien dormi, t'as fait de beaux ouais. rêves, voilà, classique. Tu prends un peu du temps avec lui, on prend le petit déj ensemble. Et une fois qu'on a pris le petit déj, je range, je nettoie. Et en fait, on arrive sur les horaires de poste. Donc tu vois, on arrive vers un 7h30, 7h35 par là. Et là, je commence à mettre sur LinkedIn. Donc là, je lui dis, il le sait, papa, il va travailler un petit peu, comme à chaque fois avant d'aller à Ouais, l'école. Et donc là, on travaille. Parfois, il est sur mes genoux, il regarde ce que je fais, il me dit, ah là, papa, ouais. papa, tu sais, il voit sur l'écran, machin, machin. Donc c'est rigolo. Parfois, lui, tu vois, c'est un temps où il va jouer. Alors parfois, tu vois, on va essayer de jouer un peu en interaction. C'est pas trop du temps de qualité parce que je suis pas 100% disposé à, mais j'essaye en tout cas de l'écouter s'il y a des choses. Et après, en gros, vers allez, 8h10, donc tu vois, c'est assez timé, 8h10, 8h15 max, je l'habille et on part à Ouais. l'école. Ah, l'école est juste à côté, du coup. Voilà. Après, on part exactement. Moi, j'ai l'école, tu vois, l'école, je crois que c'est ouvert à 8h20, ça ferme à 8h30. Moi, j'ai l'école à 5 minutes. En gros, j'ai l'école à 5 minutes de chez moi. Et de l'école à mes bureaux, j'avais une minute, même pas en voiture. Ok, ok. Et ok, ouah, c'est super time. T'es efficace hein, quand même, hein, parce que tu arrives Ouais. à faire en 1 heure et demie le matin. Et pour revenir sur le truc moins perso, mais ton poste, tu retournes ensuite dans la journée, tu vois, parce que Et ça prend après, du en fait, temps aussi et il faut que quand les gens comprennent quoi. j'arrive au bureau vers 8h35, 8h40, je me remets sur mon poste jusqu'à un minima 9h, 9h15. Ça dépend si j'ai des rendez-vous en fait qui commencent à 9h ou pas. Ouais. Et je continue en fait d'alimenter un peu les choses. Alors après, toujours pareil, il y a les questions d'algorithme. L'algorithme a changé cette année. Il est beaucoup plus dur que les années passées. Toi, tu as perdu. Tu veux dire pour ceux qui nous écoutent aussi que tu as perdu en visibilité. Il y a des choses qui sont plus dures. Bah, t'as la hype du départ, donc forcément, la première année, tu as une hype qui est importante, mais qui est pas au max. La deuxième année, moi, j'ai eu une hype encore plus grosse que la première. Ouais. Et la troisième année, en fait, ils ont changé l'algorithme. L'algorithme est plus dur aujourd'hui parce qu'il est sur le temps passé, parce qu'il est sur des enregistrements, parce que avant, quand tu postais, il montrait un post en gros à quasiment toute ta communauté. Ouais. Aujourd'hui, elle a montré qu'à 0,5%, je crois, de mémoire de ta communauté, en fonction de comment ces gens réagissent, il le montre à plus. Hmm. Et donc, bon, ben, c'est mécaniquement, tu vois, moi je sais que sur 86 000 abonnés presque, sur les 0,5, ça dépend de ce que tu prends, mais si tu prends des mecs qui sont un peu timés comme moi le matin, qui bossent, bah, le temps passé sur le poste, il est forcément moins important. Alors que tu as d'autres gens qui me suivent, où je fais partie de leur routine, euh, ben,
il y avait plus de temps passé puisqu'il y avait plus de monde, donc il y avait plus de portée. Euh, Ouais, bien sûr. Ouais, Franchement, LinkedIn valorise beaucoup les. C'est vrai que l'algorithme, et c'est une tendance, mais qui est de fond depuis quand même un petit moment. L'algorithme, il se modifie tout le temps et c'est une boîte noire, hein. Je répète que personne ne sait exactement les règles et en plus ça change. Il y a beaucoup d'IA derrière, mais il valorise de plus en plus le temps passé sur un poste. Et ouais. donc ça, c'est très difficilement quantifiable pour nous. Et aussi les gens qui l'enregistrent, les gens qui le partagent. Donc grosso modo, il valorise de moins en moins ce qui se voit, c'est-à-dire like, commentaire, de Bon. plus en plus ce qu'on peut pas voir, mais ce qui est un vrai indicateur de est-ce que le poste a intéressé, quoi. Si la personne passe 3 minutes sur le poste à étudier ton visuel, c'est que probablement que ça lui a plu. Donc après, en termes d'impression, oui, tu vois, avant, je faisais des posts, je faisais toujours 20, 30 000, 40 000 impressions par post, c'était le minimum. Et tu vois, là, aujourd'hui, ça dépend des posts que je fais, mais en gros, je vais plutôt être entre 10 et 20 000 par post en moyenne. Ce qui est déjà très bien, hein, en Mm. soi, il n'y a pas de sujet, hein, mais t'as quand même une baisse, c'est global dans tous les gens de mon métier. Bien sûr, mais je pense que c'est global aussi sur LinkedIn, hein. Même des créateurs d'autres niches, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, merci de parler un peu de l'envers du décor. On se rend compte quand même qu'on n'a rien sans rien, hein, que c'est énormément de taf et d'investissement. Et que toi, ce que j'entends aussi, c'est que tu l'as calibré aussi dans ton quotidien, alors, par rapport au perso, mais aussi par rapport à tes cofondateurs. Ça fait partie intégrante de ton taf. Parce que ça aussi, il y a des personnes qui ont du mal à ce que ça fasse partie intégrante de leur taf et de leurs objectifs. Et du coup, il y a des choses que tu fais plus en interne. Et voilà, enfin, voilà, ça fait partie intégrante du truc, quoi. Il y a des discussions, il faut en parler. Ouais, il faut en parler avec ses associés et bien définir des rôles de chacun. Mais c'est un travail comme un autre qui, en tout cas, est important dans la vie d'une entreprise, que ce soit en acquisition, en visibilité, en réputation. Vraiment, ça là-dessus, il faut être clair. Merci pour tout ça. On arrive bientôt vers la fin de l'épisode et j'ai promis d'être timekeeper, de te libérer à peu près à l'heure. Toi, demain, si quelqu'un arrive et te dit, bah, en fait, je viens pour mon patrimoine, mais je vois que tu es super fort aussi, tu as une bonne réputation sur les réseaux et je voudrais aussi bosser ma réputation, par où je commence? Tu lui dirais quoi? Alors ça, je pense que je pense qu'il faut, c'est bateau ce que je veux dire, mais c'est rester soi-même authentique. Je pense qu'il faut pas être dans le jugement. On est dans une société de jugement important et finalement ceux qui le sont pas sont beaucoup plus visibles que ceux qui le sont. Donc ça, je pense que c'est important. Euh, et rien attendre spécifiquement en retour. Le donner, tu vois, sans rien attendre, c'est un truc qui est vraiment fondamental. Moi perso, pour mon cas, en tout cas, j'ai pas fait d'école de com, je sais pas moi, de personal branding ou autre. J'ai pas fait de formation. J'ai pas été accompagné. Je suis vraiment parti un peu yololo, la tête baissée, en me disant, bah vas-y, je veux faire ça parce que j'aime bien faire ça et on va voir. Voilà. Et tu vois, le tutoiement, c'est qui je suis aujourd'hui. La Ouais. pédagogie, c'est peut-être ma manière de parler, ce que j'arrive à retranscrire, même oralement. Les gens comprennent ce que je dis, même si c'est des choses compliquées. Donc finalement, et après dans le visuel et on va dire le fait de rendre les choses un peu plus synthétiques, je pense que pareil, peut-être un don là-dessus, en tout cas une vision qui me permet de pouvoir le faire et donc combiner tout ça, c'est qui je suis aujourd'hui, qui je suis au quotidien. Ouais. Ouais. Donc, Ok. et Donc, pas avoir ok, tu démarres par transmettre ce que tu sais et sans te mettre un enjeu de couteau sous la gorge il faut que ça ait des résultats tout de suite, quoi. non, si tu le fais en te disant vas-y, je le fais et dans une semaine je vais avoir des résultats, en fait, ça sert à rien. Tu sais, c'est On est comme quand tu d'accord. es sur les marchés financiers, c'est du temps long. Donc il faut laisser du temps long et du temps au temps, ce qu'on appelle, hein, où il va pas se passer grand-chose, mais en tout cas en faciès, mais en arrière-plan, il va se passer énormément de choses parce que dans la tête des gens, tu vas rentrer dans leur routine, ils vont savoir quitter, ils vont se renseigner, tu vas peut-être avoir des invitations sur on va dire d'autres choses, d'autres médias, d'autres manières de faire. Tu vas construire aussi une dynamique, et tout ça, c'est long, comme Toi, sur les toi, marchés. rétrospectivement, toi, ça avait mis combien de temps? Là, tu fêtes tes 3 ans de ta première fiche. Ça avait mis combien de temps avant qu'il se passe des choses, tu vois? Moi, je suis vraiment le très, très, très mauvais exemple. J'ai fait ma première fiche. Ma première fiche avait fait plus de 300 likes. J'avais pris plus de 150 abonnés quand je l'avais posté Ok. direct.
Mais par Ouais, contre, donc, tu vois, en client pur, vraiment, même en rendez-vous pur, j'ai pas eu un premier rendez-vous avant un gros mois de publication. ouais, ouais, ok. Donc, tu vois, même pour quelqu'un à qui c'est allé rapidement, c'est-à-dire qu'en un mois, il s'est rien passé de business en tant que tel. Mais en un mois, ben, je suis rentré dans la routine des gens, t'accumules des likes, t'accumules des impressions, et j'ai accumulé des abonnés pareil au fur et à mesure. C'est deux temporalités qu'il faut bien garder en tête. Tu as la temporalité de la visibilité sur les réseaux qui peut être immédiate Ouais, et très forte. Et puis, il faut s'imaginer aussi que les gens qui vous voient sont des gens qui ont une vie, qui ont un temps de décision qui, lui, peut toujours prendre 3 semaines, un mois, le temps que ce soit le bon moment, même s'ils sont convaincus. Et en ouais, fait, il faut toujours aussi s'y mettre en se disant, sur mon marché avec ma cible, c'est quoi le temps de décision? Si le temps de décision et le parcours de mon client, il est de 3 mois, et ben en fait, il faut se donner minimum 3 mois parce que même en faisant la meilleure com du monde, ils vont mettre 3 mois à se décider, avoir 8, 10 postes et puis se dire allez c'est bon, je prends rendez-vous. Donc ça c'est aussi un truc, ouais c'est un truc important non, c'est- à garder en tête. laisser du temps long, c'est hyper important, pas être pressé. Euh, Même si tu vois, il n'y a pas de résultat, dans le sens où même en termes d'abonnés, tu vois que ça monte pas beaucoup, etc. Il faut rien lâcher. C'est de la discipline, c'est comme du sport, comme investir. Il y a des gens, dans le sport, qui ont des métabolismes qui brûlent plus que d'autres. Il y a des gens qui vont prendre plus de masse facilement que d'autres. C'est de la discipline. Mais les abonnés, c'est pareil. Tu peux prendre plus d'abonnés facilement parce que tu arrives à un moment donné qui fait que le format est bon, l'algorithme est bon, les planètes s'alignent finalement pour que tout soit bon, ton contenu est qualitatif. Tu es là, ça va vite. Et puis, à contrario, tu peux avoir la même chose, mais ben, ça va mettre 2 fois plus de temps ben, parce que c'est pas forcément le meilleur des moments, parce que l'algorithme a dit que ben, en fait, il a changé par rapport à ce que c'était avant, parce qu'il y a plus de monde dans ta niche, parce que si, parce que là, il faut se réinventer. Merci pour tout ça, Nicolas. Avant dernière question, la question inversée. J'aime bien. Moi, je te pose des questions depuis tout à l'heure. Peut-être toi, tu peux aussi me poser une question si tu veux. Pose-moi la question que tu veux. Ben, toi, justement, qui fais beaucoup de réputation, qui fais beaucoup de personal branding, euh, ma question, c'est de savoir, j'en ai plusieurs, mais comment tu forges ça finalement par rapport à quelqu'un? Donc, c'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui vient te voir pour se faire accompagner, en gros, Ouais. c'est quoi ta base de départ? C'est quoi la target que tu te donnes et l'horizon? Et aussi, notamment sur LinkedIn, comment tu as géré le changement d'algorithme par rapport aux gens que tu as pu Mmh. accompagner, aux gens que tu accompagnes aujourd'hui, sur le fait des résultats d'impression, qui est, je pense, un peu différent. Comment tu as géré tout ça, tous ces changements? Ouais, ouais, pour répondre à la première question sur le point de départ quand quelqu'un vient me voir, bah déjà, moi j'accompagne les gens pas à devenir des influenceurs, mais je les accompagne sur leur réputation dans un contexte tout le temps business. Et donc le sujet, c'est de construire, en tout cas d'augmenter leur autorité perçue sur leur expertise. Et donc, ben, je les questionne sur leurs objectifs déjà. Je sais quoi leurs objectifs business au sens large et c'est quoi leurs objectifs sur leur réputation dans le cadre de leur business. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire et donc on part de ça. Quel est l'objectif dans un monde, je leur pose toujours la question, dans un monde où tu as réussi sur ton personal branding, sur ta réputation, sur ton autorité, peu importe comment on l'appelle, il se passe quoi, tu vois? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans 3 ans, tu as réussi, il se passe quoi? Et donc, on part de ça et déjà, on remarque qu'il y a des gens qui valorisent vraiment pas du tout les mêmes choses. Il y en a, c'est vraiment, je veux que ça me ramène plein de leads. D'autres qui sont, non, non, mais moi, ma boîte, elle tourne. Je veux, en fait, c'est là où je me rends compte parfois que chez des dirigeants, en fait, je veux préparer la suite, tu vois. Ils me disent, bah, je vais pas rester 15 ans dans cette boîte et je prépare la suite. Donc là, déjà, selon les gens, tu as des problématiques différentes. Et pardon, j'ai une caméra qui zoome et comme je parle avec les mains, c'est terrible. Elle répond à mes mains. Et donc, tu vois, un cofondateur, j'accompagne en ce moment un cofondateur d'une startup qui fonctionne très très bien. En réalité, sur LinkedIn, il est venu, il avait même pas trop ça en tête. Il me disait, bah oui, faut que j'investisse là-dessus pour faire des clients et tout. En fait, LinkedIn, c'est pas du tout un levier de clients. Il les fait déjà par plein d'autres réseaux et par sa marque. LinkedIn, c'est un endroit où il parle énormément à ses investisseurs et à ses partenaires institutionnels. Et en fait, sa com, elle marche trop bien et ça renforce le lien avec ses clients, avec ses investisseurs.
il a réussi une belle levée de fonds, il sait déjà qu'il va réussir la suivante et donc c'est gagné. Donc tu vois, on part quand même de ces objectifs-là et ensuite, c'est tout le temps, globalement, il y a 3 étapes indispensables, en tout cas 3 points d'étape à bien valider. C'est comment je me positionne. Et donc ça, si on parle de LinkedIn, ça va être comment on paramètre le profil LinkedIn pour avoir une proposition de valeur. Donc pour qui, quoi, comment, qui soit bien calibré par rapport aux objectifs et à la cible. Ensuite, qu'est-ce que je raconte? Là, on parle de ligne éditoriale. Quels sont les messages que je veux faire passer, quelles sont les convictions et du coup, quelle thématique j'aborde, à quel rythme. On peut me rentrer dans la stratégie, le rythme, les formats. Tiens, moi, je suis bon au design, je veux faire des fiches. Donc ça, c'est la ligne et la stratégie éditoriale. Et ensuite, c'est de l'exécution. Et moi, je vais jusqu'à aider un peu dans l'exécution, dans la rédaction ou dans le challenge sur formaliser une idée pour que en partant d'un bon fond, de l'expertise de la personne, on arrive à faire en sorte qu'elle génère de l'engagement et qu'elle soit visible. Ça, c'est aussi mon métier de dire ça, là, comment on fait en sorte pour que les gens le lisent, tu vois. Donc ça fait partie de l'exécution. Et là, c'est là où on parle de copywriting et de savoir-faire, de comment je fais en sorte qu'une idée, que mon idée soit vue. Et donc, voilà les étapes: objectif, positionnement, ligne édito et ensuite exécution. Et dans l'exécution, en ce moment, effectivement, avec l'algorithme, c'est un peu plus dur au niveau de la visibilité. Moi, déjà, j'explique ce qui se passe et j'essaie aussi c'est un peu ce que tu disais avant, de remettre les gens dans une perspective où ils doivent pas prendre leur réputation comme et leur personal branding comme un levier de leads de génération de leads à court terme. Parce que sinon, effectivement, tu veux viser le plus de visibilité, le plus volume possible, etc. Mais plutôt comme un levier d'autorité et de résilience long terme. Et donc, j'essaie aussi de leur dire qu'il y a plein de paramètres. C'est-à-dire que même avec moins de visibilité, s'ils installent une présence qui génère de la confiance et qu'ils ont des prises de parole sur des messages alignés, cohérents dans le temps, ils vont créer quelque chose de bien plus puissant et même avec un peu moins de visibilité, que de se dire juste je veux plus. En fait, pourquoi tu veux de la visibilité, tu vois? Parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que tu disais je suis passé de 30 000 à 10 000. Bon, pour quelqu'un de moins bon, il va passer de 10 000 à même s'il passe à 3 000 par poste, si c'est le bon message et que c'est les 3 000 bonnes personnes, ça marche. Donc en réalité, il y a 2 choses sur la visibilité. Moi, je suis de plus en plus fort, donc j'arrive quand même, certains clients, en tout cas sur mon compte et sur certains clients, en fait, on augmente encore, on continue d'augmenter, tu vois. Et donc ça, c'est très dur et je peux pas le garantir sur tout le monde. Mais j'ai des comptes et le mien compris où on continue à faire 100% de croissance, tu vois. J'en ai un que j'accompagne depuis 3 ans, on continue à augmenter. Et donc, le truc, c'est qu'on n'était pas à fond aussi. On était à 2 posts par semaine. Tu as plus de marge de manœuvre pour accélérer. Et il y a aussi une histoire de être sur les bons messages et les bonnes convictions te permet aussi de travailler l'efficacité, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, tu le sais très bien, tu as des messages où tu as dû voir, tu as des trucs qui sont ultra efficaces, qui ramènent plein de rendez-vous, etc. Donc, on essaie de travailler cette notion-là aussi. Mais il n'y a pas de magie. Moi, je les mets tout de suite sur une dynamique long terme et je leur explique que, comme on disait avant, peut-être que l'algo a baissé, mais tu dois créer quelque chose, un message et une réputation qui transcendent les algos. Et on travaille en réalité un actif et un narratif qui doit transcender les réseaux. Moi, je leur dis à la fin, LinkedIn va être un super terrain de jeu pour déployer ton message, te faire connaître à court terme. Demain, si c'est plus LinkedIn, tu dois pouvoir le déployer ailleurs, tu vois. Donc, en fait, je fais aussi tout le travail qui est souvent pas très bien fait en amont, avant l'exécution, qui est réplicable, tu vois. Donc, j'essaie aussi, là, moi, de me positionner sur qu'est-ce qui, de toute manière, est un travail qui doit être fait et qui est indépendant de LinkedIn, tu vois. Ouais, bien sûr, je vois. Ah, c'est intéressant. Mais oui, tu as plus de marge de manœuvre quand tu publies 1, 2, 3 fois par semaine et que tu passes à 5, mécaniquement, tu es forcément en croissance. C'est logique. Mais tu as tout un gros travail en amont et tu as bien raison de le préciser. Puis ça dépend de tes objectifs. Ça dépend de tes objectifs. Et puis c'est le réseau hors LinkedIn. Souvent, moi, j'ai des gens qui avaient déjà un réseau, une boîte qui tourne. Je leur dis LinkedIn va te servir à amplifier les gens que tu rencontres en physique. Et puis donc c'est super. Donc c'est un canal un peu défensif qui permet de maintenir le lien. Ouais. Et voilà, on va pas forcément chercher des nouvelles personnes. On maintient le lien et ça, c'est déjà très précieux pour certaines personnes. Et ensuite,
Et ensuite, ça permet d'être invité. Moi, je les mets toujours dans une dynamique où ton objectif, tu vois, prendre la parole sur LinkedIn, c'est du own media, c'est du média par soi-même, qu'on produit soi-même. Tout ça, l'objectif, c'est de créer un terrain pour être invitable, pour être contactable par des journalistes, par des gens sur des portails et créer du earned media. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est aussi pas de se dire que ça, c'est la fin du jeu, d'avoir un super LinkedIn, mais que l'objectif, c'est de se faire inviter ailleurs et c'est ça, et d'aller chercher des leviers par les audiences d'autres personnes. Et ça, c'est aussi une manière de se dire, en fait, quelque part, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas grave si t'es pas le roi du game sur LinkedIn. Par contre, si tu es suffisamment visible et positionné pour être invité, pour être aux bons endroits et être dans les bons réseaux, bah, tu as tout gagné, tu vois. Et ça se joue en dehors. Ça se joue en dehors aussi beaucoup. Hein. Ben moi, c'est ce qui m'est arrivé malgré moi un petit peu là-dessus, où ben, finalement, tu te retrouves, tu as des podcasts, j'ai dû en faire une vingtaine, conférences, j'ai dû en faire une dizaine. Ouais. Là, tu as mon événement Plan P, bon, c'est pareil, beaucoup de gens en parlent, parce que ça me vient de beaucoup de gens. Et du coup, c'est ce qu'on appelle bankable. C'est ça. Ben, c'est ça. Et pour ça, toi, tu as fait un super boulot, mais il n'y a même pas forcément besoin d'avoir autant d'abonnés, etc. On peut devenir bankable au moins présent parce que les gens, ils vont checker, tu vois, juste pour donner confiance. Et c'est aussi ça l'enjeu, moi, c'est de replacer aussi LinkedIn, oui, baisse d'algorithme, machin. Oui, ça, c'est un élément qui te permet de faire un peu de bruit, mais c'est un élément de ta réputation dans un écosystème physique avec plein d'autres choses. Et LinkedIn, ça disparaîtra certainement un jour. Enfin, tu vois. Et donc, voilà, faut essayer de pas le considérer que c'est la fin du jeu, quoi. Je pense que c'est aussi ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Non, c'est sûr. Nicolas, comment on fait pour te suivre, te joindre, travailler avec toi? Tous les liens que je mettrai dans les notes de l'épisode. Bon, c'est pas compliqué. Vous allez sur mon profil LinkedIn, Nicolas Pajot. Vous allez dessus. Sur mon profil, alors attends, je regarde, mais je crois qu'il avait toujours été paramétré. Ouais, il y a une petite case prendre un rendez-vous. Donc là, en gros, vous avez accès à mon calendrier. Ça permet de prendre un rendez-vous directement avec moi. Et après, il y a mon mail et mon numéro de téléphone que je te donnerai, je pense, que tu pourras mettre dans la description peut-être du podcast. Ouais. Voilà. Donc voilà. Et puis après, il faut pas hésiter à s'abonner, à faire des interactions sur les posts. C'est toujours sympa de pouvoir échanger. Au-delà que ça donne de la force, moins de pouvoir échanger sur des choses ensemble, peut-être des questions personnelles ou autres, en tout cas qui sont liées à la gestion du patrimoine au sens large. C'est toi qui réponds. C'est moi qui réponds. Même pendant les rendez-vous, tu vois, je fais beaucoup de rendez-vous. Il y a beaucoup de rendez-vous où je donne des tips. Parce qu'en fait, j'ai trop de levier j'ai trop de levier. Mais en gros, je coûterais trop cher à la situation avant de rentabiliser mes honoraires. Ça prendrait trop de temps. Ouais. Donc en fait, il y a plein de gens où je leur donne des tips simplement. Donc faut pas hésiter à prendre rendez-vous, en parler et tout. Je le fais avec grand plaisir. Ça fait partie aussi, je trouve, de la pédagogie, de l'accessibilité. Tant que c'est possible, il faut en profiter. À tes risques et périls. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Nicolas, et merci à celles et ceux qui sont encore là. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à nous envoyer un petit message sur LinkedIn, du coup, à Nicolas directement ou à moi. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Bonne Réputation. Salut, Nicolas. Merci à tous et merci Mathieu.